question de l'approche de la ménopause. Mhm. Alors, dans l'approche de la ménopause, il y a beaucoup de choses. Mais, il y a des femmes qui n'ont aucun symptôme. Il ne faut sûrement pas les médicaliser. Oui, c'est pas C'est-à-dire une leur maladie. dire, Je ne répète pas c'est suffisamment. pas une maladie. Vieillir, c'est pas une maladie. Mhm. Le seul moyen de ne pas vieillir, c'est de mourir jeune. Ok, c'est vrai. Vieillir, c'est pas une maladie, c'est l'évolution naturelle de la vie. Bon. Tous les organismes biologiques vieillissent. Mhm. C'est pour ça que nos chiens, je veux dire, on a une chienne, Blanc est mort, on avait un chat avant, le chat il est mort, il avait 17 ans, et il a vieilli. Tous les animaux vieillissent, les humains aussi. Bon. Donc, ce n'est pas une maladie. Ce qui est une maladie, c'est d'avoir effectivement des symptômes gênants en plus du vieillissement. Mhm. Et à ce moment-là, il faut s'en occuper. Mais une femme qui n'a aucun symptôme de préménopause ou qui a des symptômes bénins, symptômes bénins, c'est quoi? C'est un espacement des cycles. Vous portez un stérilet au cuivre, donc vous n'avez pas de souci à l'idée d'être enceinte. Et plus l'âge avance, plus le stérilet au cuivre il est efficace parce que la fertilité baisse aussi. Donc, vous avez un cycle un peu irrégulier avec de temps en temps 35 jours, de temps en temps vous êtes 2 mois sans avoir des règles. Et vous n'avez pas d'autres symptômes que simplement d'avoir des règles un peu décalées. Ça ne nécessite aucun traitement. Et ça peut être résolu et rassuré par un coup de téléphone au médecin ou un courriel. Et maintenant, c'est une vidéo, un Zoom. Bon. Vous avez des symptômes plus marqués qui peuvent être des bouffées de chaleur, qui peuvent être des saignements importants, etc. Ça mérite d'être une consultation. Mais ces symptômes marqués ne méritent une consultation et un suivi que si on n'a pas d'explication simple, que s'il y a un traitement éventuel, et encore le traitement, si vous avez un traitement qui vous équilibre, si vous êtes vu une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est très bien, si vous êtes bien en équilibre avec votre traitement. Ou si on trouve quelque chose de vraiment anormal qui nécessite un geste chirurgical comme un polype ou un truc comme ça. Mais autrement, encore une fois, c'est les symptômes et le vécu des symptômes par la personne qui doivent conditionner le fait de consulter d'une part, le fait d'être traité ensuite et le fait d'être suivi. Enfin, encore une fois, il y a des personnes qui ont des symptômes passagers qui sont réglés par mise sous traitement hormonal substitutif. On n'a pas besoin de voir les femmes tous les 4 matins si elles vont bien. Parce que c'est ça qui nous dit. À quel moment doit-on prendre certains gynécologues nous disent, voilà, vous avez de trop fortes bouffées de chaleur, je ne vois rien d'autre qu'un traitement hormonal substitutif. Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce que c'est… À aucun moment, vous n'êtes obligé de prendre quoi que ce soit. Mais, à l'inverse, si vous êtes gêné, vous êtes en droit de prendre un traitement. En fait, c'est toujours ça la même chose. C'est toujours la même chose. On vous propose. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois de voir des femmes qui venaient avec des bouffées de chaleur et qui me disaient mais je veux pas de traitement, je vais être rassurée sur le fait que c'est pas grave. Ça m'enquiquine, mais bon. Mais c'est la même chose que par exemple une femme à qui plus jeune à qui je posais un implant et qui me disait à qui je disais bon, vous savez avec un implant des fois il y a des saignements irréguliers. S'ils ne sont pas importants et pas gênants, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous êtes vraiment gêné, à ce moment-là, on fera quelque chose. Et je les revoyais 3 ans plus tard en me disant ouais, de temps en temps, j'ai eu un spotting, etc. Mais comme je n'étais pas beaucoup gêné, je ne suis pas venu vous voir. C'est vous qui dites. Est-ce qu'un traitement hormonal, est-ce que pour vous, c'est dangereux? Alors, un traitement, ça dépend. C'est-à-dire que, encore une fois, chaque femme est différente. On considère, par exemple, moi ça m'est arrivé de nombreuses reprises, de prescrire la pilule, pas un traitement hormonal substitut, mais la pilule tout simplement, à des femmes jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est une procédure qui est agréée, c'est-à-dire elles ont pris leur pilule jusqu'à 50 ans, et puis très souvent elles arrêtent leur pilule, elles sont déjà ménopausées, D'accord. elles n'ont plus de symptômes. Donc en fait, elles ont fait leur traitement hormonal substitutif grâce à la pilule. Parce que toutes les femmes n'ont pas des symptômes importants. Si les symptômes sont importants au point de pourrir la vie, c'est pas dangereux de prendre un traitement hormonal substitutif pendant 3 à 5 ans. Ce qui pose problème, c'est de le prendre pendant 10, 15, 20 ans, parce que effectivement, avec le temps, vous augmentez le risque de favoriser une maladie cardiovasculaire ou un cancer du sein. Mais excusez-moi, dans cette prise justement d'hormones, est-ce à partir de ce moment-là, est-ce qu'on doit justement se faire suivre chaque année, faire une mammographie chaque année de contrôle
pour éviter le pire. Vous ne devez rien. C'est votre niveau d'inquiétude par rapport à ça, vos antécédents familiaux qui doivent conditionner ça. Et moi, je sais que c'est par rapport à ce que je lis. Je lis les études. Par exemple, une étude qui est sortie en août 2019 sur les traitements hormonaux, qui parle encore de traces qui, au bout de 8 ans, peuvent faire venir un cancer du sein. Moi, je suis Alors, très confiante. Maintenant, si par exemple, si je ne devais pas supporter du tout ma ménopause, si je devais vivre un enfer, en fait, on fait quoi? Alors, vous allez me bah, dire, alors, mais ce qu'il faut, voilà, c'est intéressant. Le cancer du sein, voilà, il faut que vous vous rappeliez une chose qu'on ne dit jamais et on a tort, c'est que entre l'apparition de la première cellule cancéreuse et l'apparition d'une boule qu'on peut sentir sous les doigts, il se passe 30 ans. d'accord. Les cancers fulgurants, Mhm. c'est une toute petite minorité des cancers du sein. Mhm. C'est d'ailleurs des cancers qu'on voit aussi chez des femmes jeunes, etc. Mais c'est pas l'évolution normale du cancer. Un cancer, c'est une maladie le plus souvent très très lente. Quand il apparaît, c'est une phase à laquelle il est très avancé. Quand on sent une boule cancéreuse dans le sein, ça fait 30 ans que ça a commencé. D'accord. D'accord? Bon. Donc une femme de 45-50 ans qui a une mammographie qui ne montre rien, il ne va pas apparaître un cancer en 5 ans. Ou s'il Mhm. apparaît un cancer dans le- dans le- dans l'en- dans l'intervalle, il va y avoir des symptômes d'accompagnement. Elle va avoir un gonflement, une douleur, etc. Donc son traitement, elle pourra toujours l'arrêter à ce moment-là. Le fait d'avoir pris un traitement ne vous interdit pas, même si vous avez pris un traitement hormonal substitutif, ne vous interdit pas d'être soigné de votre cancer du sein. Mais il faut savoir que quand vous prenez votre traitement hormonal substitutif, s'il y a des cellules cancéreuses, elles sont déjà là. La raison pour laquelle on évite de donner les traitements hormonosubstitutifs à toutes les femmes, c'est parce qu'il y a des cancers hormonodépendants qui sont stimulés par le traitement et qu'on veut essayer de ne pas en donner à toutes les femmes qui pourraient avoir ce type de cancer, mais que Bien ce n'est sûr. pas la majorité des femmes. C'est les femmes qui vont avoir un cancer du sein, c'est une femme sur 20. Il y en a 19 qui en ont jamais. Mhm. D'accord? Alors, alors, vous êtes dans une situation dans laquelle la vie est très correcte sans traitement hormonosubstitutif. Cancer ou pas cancer, il n'y a aucune raison de vous en donner un. Vous êtes dans une situation dans laquelle votre vie est pourrie par la ménopause. Ce n'est pas dangereux de prendre un traitement hormonal substitutif pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que chez beaucoup de femmes, les symptômes vont s'amender en 3 ans. Donc vous voyez que il n'y a pas de règle absolue. C'est quelque chose qui doit être guidé par la femme elle-même, ses antécédents familiaux ou personnels, l'inquiétude qu'elle a et qui est légitime par rapport au cancer. Et puis il y a des femmes qui ne sont pas du tout inquiètes à l'idée d'avoir un cancer. Logique, parce qu'en fait, on nous dit que 80% des femmes de plus de 50 ans vont avoir un cancer. Mais Non, c'est Et faux. c'est sûr que, non, 80% des cancers arrivent après 50 ans. oui, 80% des cancers arrivent après l'âge de 50 ans. Euh, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, une femme a plutôt envie de se faire dépister chaque année. Eh oui, parce que c'est un marché. Ah, Parce que c'est un marché. On veut que vous consommiez, parce que vous consommiez des traitements, vous consommez du médecin, vous consommez des traitements, vous consommez des prises de sang, vous consommez des mammographies, vous consommez des magazines qui vous disent que vous êtes menacé par le cancer, vous consommez. C'est un marché, la santé. Ce n'est pas fait en France, ni d'ailleurs nulle part. Enfin, il y a des pays où c'est fait un peu plus comme ça. Ce n'est pas fait pour vous protéger ou pour vous faire vivre de mieux en mieux. C'est fait pour vendre des produits. Tout ce qui vous fait peur, ça, c'est un grand principe. Tout ce qui vous fait peur est destiné à vous vendre quelque chose. La santé, ça ne peut jamais être de faire un discours terroriste. La santé, ça peut être de décrire les phénomènes, de dire voilà ce qu'on a à vous proposer. Et vous, vous êtes une personne autonome, libre de prendre ou de ne pas prendre. Parce que finalement, fondamentalement, c'est votre vie. La charge physiologique, la charge pathologique, quand il s'agit de maladie, elle est la même pour chacun. C'est moi qui vais devoir vivre ma maladie, ce n'est pas les autres. Donc c'est à moi de prendre des décisions concernant ma maladie. Et je peux choisir de ne pas me soigner.
Ou je peux choisir de soigner des symptômes qui sont intenses, même s'il y a un risque faible, mais non nul, d'avoir une complication. Toute proportion gardée, une femme qui prend la pilule, elle prend un risque parce qu'il y a des risques cardiovasculaires à prendre la pilule chez une femme tout venant. Mais quand on compare 10 000 femmes qui sont enceintes et 10 000 femmes qui prennent la pilule, il y a plus d'accidents mortels chez les femmes enceintes que chez les femmes qui prennent la pilule. Oui. Bon. Alors, c'est la même chose pour des femmes qui ont plus de 45-50 ans. Quelle est la véritable probabilité? Il y a des chartes qui sont très bien faites. Je vous recommande le site qui s'appelle Cancer Rose. Pas Octobre Rose, mais Cancer Rose. Cancer Rose, c'est un site autonome qui critique les messages de dépistage par la mammographie systématique et les messages de dépistage tout venant. Justement, c'est un site anti-consommation. Bon. C'est le Formindep, l'association de formation indépendante des médecins et les associations de consommateurs qui font ça, Cancer Rose. Bon. Et là, ils vous montrent des chartes, ils vous disent, voilà, oui, bien sûr, 80% des cancers ont lieu après 50 ans, donc c'est peut-être pas la peine d'aller emmerder les femmes qui ont moins de 40 ans. Ça, c'est une première chose. Mais deuxièmement, 80% des cancers ont lieu après 50 ans, mais 80% des femmes n'auront pas de cancer après 50 ans. D'accord? Bon, donc, on va se calmer un peu, et on va dire, bon, comment vous voulez mener votre vie en fonction de vos problèmes actuels, ça peut être des symptômes de préménopause ou de ménopause, et de votre vie future. Encore une fois, moi, quand les femmes venaient me voir en me disant « Est-ce que je dois prendre un traitement ?» Je dis « Est-ce que vous êtes très gêné ?» Il y en avait qui disaient non. Mais elles se sentaient obligées de demander parce qu'on leur avait dit « il faut ». Puis il y en avait des qui disaient « oui, parce que je suis très gêné et je veux prendre un traitement. » Est-ce que c'est dangereux? Ça augmente un petit peu le risque, mais de toute façon, vos symptômes de ménopause, ils ne vont pas durer éternellement. 2, il y a des traitements locaux. Par exemple, une femme qui a plus de bouffées de chaleur, mais qui se plaint de sécheresse vaginale, elle n'est pas obligée de prendre des hormones par la bouche. Elle peut utiliser une pommade aux estrogènes ou un lubrifiant. Et puis, la sécheresse vaginale, c'est fini. On fait des galipettes très bien. Bon. Alors, donc, il y a plein de possibilités. Encore une fois, c'est à vous de faire le bilan de ce dont vous avez besoin. Mais si vous commencez à prendre comme objectif que forcément, parce qu'il y a ça aussi, il y a la culpabilisation. Si je prends un traitement, je vais le payer. Si je prends un traitement hormonal substitutif, je vais faire un cancer, une maladie d'Alzheimer, etc. Non. Ça, c'est fait pour vous faire peur, c'est-à-dire pour vous faire aller chez le médecin, vérifier que tout. C'est fait pour vous infantiliser, c'est fait pour. C'est comme la pilule, C'est les femmes qui ont pris la pilule 15 ans, qui s'arrêtent, qui en font une aménorrhée post-pilule, c'est-à-dire en fait, c'est comme quand on est enceinte, il y a des femmes, elles sont enceintes, elles allaitent, et puis elles ont cessé d'allaiter, pendant 6 mois, elles n'ont pas de règles. Bah oui, parce qu'il y a encore des hormones dans leur masse grasse qui leur fait croire qu'elles sont encore en mode grossesse, et puis elles ovulent pas. La pilule, c'est la même chose, on stocke les hormones dans les cellules grasses, et puis les hormones, elles continuent à faire croire au cerveau que vous êtes enceinte, parce que c'est comme ça que la pilule fonctionne, et donc vous n'avez pas de cycle. Elles viennent me voir en me disant « Ah, ça y est, je vais être stérile. » Pourquoi vous voulez être stérile? Parce que j'ai pris la pilule 15 ans. Non, mais la pilule, ce n'est pas une punition. Vous n'allez pas être puni parce que vous n'avez pas été enceinte, mais cette punition, vous vous dites « Je vais être puni », pourquoi? Parce que ce n'est pas bien pour une femme de ne pas être enceinte. Une femme, c'est fait pour pondre. Ce n'est pas fait pour faire des galipettes sans être enceinte. Vous voyez, ça, c'est le catholicisme. Et non, pas du tout. Alors attendez, est-ce que le traitement de substitution peut nous aider à moins vieillir physiquement, à ne pas prendre 10 ans dans le visage, par exemple? Non, parce que ça, c'est génétique. Le vieillissement, le vieillissement, c'est génétique. C'est malheureusement, ça aide des choses. Encore une fois, comment dirais-je, des fonctions physiologiques comme par exemple la lubrification vaginale, c'est aidé par les hormones parce que c'est très hormonodépendant. Mais le vieillissement de la peau, c'est pas les hormones, c'est votre bagage génétique qui fait que on vieillit plus ou moins vite. Et ça, on est complètement inégaux. Alors, il y a la génétique, mais il n'y a pas que la génétique. Il y a aussi la façon dont on a vécu. Moi, j'ai travaillé à la campagne et je voyais des femmes de 40 ans qui étaient agricultrices et qui avaient l'air d'en avoir 65.
Pourquoi? Parce qu'elles étaient dehors tout le temps. Le soleil, ça fait vieillir la peau, le vent, la pluie, le travail de force, tout ça, ça fait vieillir. Donc, il y a ça aussi. Il faut voir que plus on a une vie favorisée, plus on vieillit lentement, ou en tout cas de manière moins marquée, mais plus on... Donc, il y a la génétique, il y a les conditions socio-économiques, il y a les relations alentours, il y a le fait d'avoir fait du sport ou pas. Il y a plein de facteurs. Il y a l'alimentation, mais non, les hormones, c'est peanuts comment dirais-je, parce que tous ces éléments sont bien plus importants pour expliquer le vieillissement. Mais gardez à l'esprit, si vous avez une vie qui n'est pas trop mauvaise, gardez à l'esprit que votre vieillissement cutané en particulier, c'est la génétique. Il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que c'est des... Allez-y, allez-y. Non, c'est pour ça, en fait, on vous a parlé de ça, parce que moi, ça a été ma propre expérience, et qu'on m'a dit, écoute, de toute façon, prends un traitement hormonal, un médecin, sinon tu vas prendre 10 ans dans la vue. Ah, je suis sortie là, ça m'a vraiment, j'étais... c'est scandaleux. C'est scandaleux. À mon avis, c'est bien mieux à mon avis, c'est bien plus utile de vous proposer d'avoir une activité physique, de faire du sport et de vous faire plaisir. Parce que je connais des femmes de 80 ans qui ont l'air d'en avoir 60, mais quand vous les interrogez sur leur vie, elles vous disent j'ai jamais pris un traitement hormonal, mais je suis heureuse avec mon compagnon ou ma compagne, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi? Alors, elles ont l'air jeunes, pourquoi? Parce qu'elles sourient. Elles sont heureuses. Elles sont heureuses parce qu'elles sourient. Donc moi, je dirais que ce qui fait le mieux pour le vieillissement, c'est de se faire plaisir et de se donner du bonheur et de donner du bonheur aux autres. Mais le traitement hormonal substitutif, mon Dieu, si vous n'avez pas de symptômes, c'est pas nécessaire. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il faut prévenir des symptômes? Ça veut dire, est-ce qu'il faut s'y prendre un peu plus tôt pour vérifier ses os, faire des analyses, qu'est-ce qu'il faut prendre pour prévenir? Pour que ça se passe mieux, en fait. Il faut rien prendre pour prévenir. Ce qu'il faut, encore une fois, l'ostéoporose, c'est pareil. C'est une escroquerie monstrueuse. C'est-à-dire qu'on a fait croire aux femmes que dès qu'elles allaient avoir leur ménopause passée, leurs os allaient se casser comme des allumettes. Non, il y a des facteurs de risque de l'ostéoporose qui sont, encore une fois, génétiques, qui sont aussi, par exemple, le poids et la taille. Il y a comment dirais-je, des configurations poids-taille qui sont plus favorables, en particulier plus vous êtes en surpoids, plus vos vertèbres, elles souffrent. Bon. Mais il y a aussi l'activité physique. Quelqu'un qui a fait du sport ou qui a eu une activité physique régulière toute sa vie, l'ostéoporose ne connaît pas. Et à ce moment-là, vous prenez du yaourt et un peu de vitamine D, c'est-à-dire que vous allez vous exposer un peu au soleil, et le problème, il est réglé, vous comprenez? Bon. Donc, tout ça, c'est encore un truc qui est destiné à faire peur aux femmes pour leur faire consommer tout un tas de trucs. Mais c'est comme le vieillissement et les rides sur le visage, c'est pour ça c'est pour ça que vous avez autant d'argent dépensé en cosmétiques. Et ça, c'est pas une injonction de santé, c'est une injonction sociale. Sociale, oui, oui. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un mélange, et il faut bien réfléchir au fait que les injonctions qu'on vous fait, en vous disant c'est pour votre santé, c'est doublé d'injonctions sociales, et il faut que vous ayez... Mais, vous voyez, comment dire, quelque chose comme simplement changer de coupe de cheveux. Et je ne dis pas vous teindre ou faire des trucs... non, changer de coupe de cheveux. J'ai vu des femmes rajeunir simplement parce qu'elles avaient décidé que, bon, allez, hop, ras-le-bol. Elles s'étaient coiffées très court. Bon. Changer de vêtements. Bah oui, non, mais c'est sûr qu'il y a plein de... Et Emma, on voulait questionner les médecines alternatives, non? Parce que ça, c'est important. Est-ce que vous êtes plutôt médecin je sais que vous êtes ce qu'on appelle un biomédecin, basé sur la biologie. Oui, je suis un biomédecin, oui. Biomédecin. Un vieux biomédecin. Oh non. Non, mais oui, je veux dire, j'ai 65 ans, je suis plus jeune. Hein. Et ce biomédecin-là, qu'est-ce qu'il dit des médecines alternatives pour nous aider à passer les symptômes? Il dit la même chose. Il dit la même chose. On voit plein de choses sur le CBD aussi en ce moment.
Ah oui, non, mais le CBD, c'est pas de la médecine alternative. Le CBD, ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, hein. C'est une molécule active qu'on connaît depuis la nuit des temps. Je veux dire, le fait de fumer du cannabis, c'est vieux comme ça a au moins 5000 ans d'âge. Donc, c'est simplement qu'il y a eu, encore une fois, la religion, des intérêts commerciaux. On a interdit tout ça. Mais même le LSD, hein, vous savez, maintenant, on revient au LSD qui est quand même un hallucinogène très puissant. Et on est en train de tester le LSD pour les gens qui ont des maladies graves euh, au stade terminal, mais pas encore, c'est-à-dire qu'il y a encore 2 ou 3 ans devant eux comme un cancer grave, parce que le LSD donne une sorte de paix intérieure qui leur permet de ne plus être angoissés. On ne va pas guérir leur cancer, mais on lève leur angoisse de façon de façon très nette, et parfois ça dure 2, 3 ans. Bon, donc moi, comme je suis un biomédecin, je crois surtout aux méthodes qui ont montré une efficacité biologique. Néanmoins, il y a une efficacité, il y a un effet biologique qui est commun à tous les traitements, qu'ils aient une efficacité pharmacologique ou non, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et l'effet placebo, c'est pas de la magie, c'est pas imaginaire non plus. L'effet placebo, c'est un effet que le cerveau de la personne qui prend le produit a sur l'ensemble de son corps parce qu'il fabrique ses propres, par exemple, endorphines. C'est-à-dire, votre gamin qui vient vous voir parce qu'il s'est cogné le pied ou la tête contre la table, et puis vous lui donnez un bonbon et vous lui mettez un bisou sur le front, et puis au bout de 15 secondes, c'est fini, il retourne jouer. Ça, c'est fait de l'effet placebo. Mais ce n'est pas de la magie. C'est son cerveau qui, sous l'effet du soin que vous lui avez fait, qui peut être symbolique, a fabriqué ses propres endorphines et l'a soulagé. C'est un de mes amis qui, un jour, fait du ski et quelqu'un lui coupe la route, le renverse, et il sent rien. Et pendant une demi-minute ou une minute, il sent rien du tout. Et puis, il regarde sa jambe, et là, il voit que sa jambe, elle est comme ça. Et il sent rien. Et au bout d'une demi-minute, une minute, là, il se met à dérouiller. Pourquoi? Parce que dans l'intervalle, le choc a provoqué des décharges d'endorphines qui ont soulagé. Donc, cet effet placebo, qui est un effet neurobiologique, Ouais. il existe avec tous les produits. Il existe avec la relation qu'on a avec la personne qui nous soigne. C'est-à-dire, il y a des personnes, vous allez les voir, rien que de les voir, vous sentez mieux. C'est vrai. Vous êtes rassuré. Ça fait baisser votre niveau de stress. Vous êtes rassuré. C'est quelqu'un qui vous accueille en souriant, qui vous dit tout va aller bien. Déjà, vous vous sentez bien. Donc, il existe pour toutes les formes de pratiques de soins. Ce que je pense, c'est que là, encore une fois, il faut faire la distinction entre... moi, depuis plusieurs années, je vais voir une thérapeute psychocognitive ici à Montréal. Elle ne me touche pas, elle ne me donne pas de médicaments, mais je sais qu'elle me fait du bien et qu'elle me soigne par différentes techniques de prise de conscience de moi, etc. Bon. Je peux quitter la relation quand je veux. Je ne suis pas prisonnier de la relation. C'est moi qui ai choisi d'aller la voir ou pas. C'est toujours moi qui suis en contrôle. Ça doit être la même chose avec tout professionnel de santé, tout thérapeute, sous quelque forme que ce soit. Si c'est une relation dans laquelle je me sens obligé d'y aller parce qu'il me menace que ça aille pas mieux, si j'y vais plus, s'il a quelque chose à me vendre, s'il me fait prendre des produits que je n'ai pas très envie de prendre et dont je pense que ça ne me fait pas grand-chose, qu'en fait, moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois de recevoir des personnes à qui je prescrivais des médicaments, et ils revenaient, ils me disaient ça m'a rien fait, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait, c'était pas le médicament dont ils avaient besoin, c'est de me voir. Et là, je leur ai plus rien prescrit, ils étaient très contents, parce que je leur ai dit, vous savez, je vous prescris rien, mais vous revenez quand vous voulez. Et puis ils revenaient. Et ils avaient besoin de rien. Ils avaient juste besoin de me voir, de me parler, de se rassurer, etc. Donc, voilà, une relation épanouissante, et pour moi, c'est la même chose, quel que soit, entre guillemets, le type de médecine qu'on pratique. Une relation de soins épanouissante, c'est une relation dans laquelle la personne soignée est libre à tout moment
de prendre ou de ne pas prendre, de venir ou de ne pas venir, et ne se sent ni menacé, ni humilié, ni terrorisé, ni obligé. Donc l'effet placebo, on le prend en compte et on se dit que quelque part, si l'homéopathie nous fait du bien ou si une séance D'acupuncture, voilà, c'est ça. ou d'ostéopathie, ou de ce que vous voulez, vous vous sentez mieux après, ou un massage. Je veux dire, moi, ça m'arrive, j'ai mal au dos, je sais que c'est pas à proprement parler thérapeutique sur les raisons de mon mal de dos, j'ai des exercices à faire, etc. Moi, j'aime bien aller me faire masser, ça me fait un bien fou. Et alors, à partir du moment où ça vous fait du bien, ça vous fait pas de mal et ça vous exploite pas, c'est parfait. On a besoin de croire en quelque chose. Ça dépend des gens. Je ne sais pas s'il faut croire. Pas une question de croire. Vous avez besoin de croire ce que vous ressentez. Enfin, vous avez besoin. Je vous engage, et là je vous parle à vous deux, mais je parle à toutes les personnes qui vont regarder, je vous engage à croire à ce que vous ressentez parce que personne ne peut discuter la véracité de ce que vous ressentez. Si vous avez faim, c'est vous qui savez si vous avez faim. Personne n'a le droit de dire que ce n'est pas vrai. Si vous avez soif, si vous avez mal, personne n'a le droit de dire que ce n'est pas vrai. Donc, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes en droit de le demander. Vous avez besoin de rien, on n'est pas en droit de vous imposer quoi que ce soit.